Bien, eh bien bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau agro-webinaire du mardi et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la transition vers des systèmes d'élevage terrestre et aquacole basés sur l'agro-biodiversité. Et donc, comment passer de la théorie et la pratique. J'ai la joie de vous présenter les personnes qui vont intervenir. Donc, Maria Angelina Magne, qui est enseignant-chercheur à l'ENSFEA. Amélie Tagliaferro, qui est chargée de projet au lycée agricole et aquacole de Quimper, Bréoloux, et Vincent Gaillet, qui est enseignant au lycée de la mer et du littoral de Bourse-Franc. Et donc, je vais laisser la parole à Marie-Angelina qui va pouvoir mettre en place son diaporama. Et pendant qu'elle met en place son diaporama, je rappelle la pratique de ces webinaires et des interactions avec les intervenants. Donc, vous avez deux façons d'interagir avec nous. Une première façon qui se fait avec le chat. Hein. Vous avez en bas une rubrique chat. Et là, c'est essentiellement pour des informations. Mais en tout cas, toutes les questions que vous voulez poser aux intervenants, puisque au bout de leurs interventions, vous pourrez avoir les réponses à vos questions. Donc, vous avez la rubrique QR et c'est dans la rubrique QR qu'il faut absolument poser toutes vos questions. Voilà, j'en ai terminé. Nous allons pouvoir démarrer. Je repréciserai ces éléments dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver ou qui vont arriver dans les quelques minutes qui viennent. Mais vous savez que la règle de nos webinaires, c'est de démarrer à l'heure et de terminer à l'heure. Donc, Marie-Angelina, tu peux mettre ton son et tu as la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis enseignant-chercheur en zootechnie à l'ENSFEA et mes activités de recherche les mènent au sein de l'UMR Agir pour agroécologie, innovation et territoire, du coup, à l'INRAE sur Toulouse. Donc, cette présentation, je vais la faire avec Amélie et Vincent. Alors, Amélie et Vincent, ils ont plutôt la casquette du coup aquaculture et moi plutôt la casquette de système d'élevage terrestre. Donc on pensait que c'était bien de pouvoir donner à voir autour de cette thématique de la gestion de l'agrobiodiversité ces deux types de systèmes. Et donc passer de la théorie à la pratique parce que pour le moment c'est une thématique qui est l'utilisation de la diversité dans les systèmes d'élevage, c'est quelque chose qui est montant et donc là il y a des travaux en fait qui sont menés justement pour faire un peu les preuves de cette théorie. Donc, mon propos n'est pas de faire un état de l'art, hein. Mon propos est plutôt de vous présenter comment moi je prends cette question-là dans mes travaux de recherche, voilà, et puis comment on peut le travailler en enseignement. Et donc, oui, c'est très bien que je puisse, j'arrive pas à le faire défiler, ça commence bien. Bon, je recommence. Je suis désolée, je n'arrive pas à le faire défiler. Est-ce que ça va aller ? Là, c'est bon. Donc, je voulais revenir tout d'abord. Moi, je suis en zootechnie système et donc je voulais revenir sur le concept de système d'élevage. Là, c'est matérialisé, c'est la façon dont on représente les systèmes d'élevage comme une articulation entre un système de pilotage et puis un système biophysique, donc les entités animales et puis les entités végétales que l'on manipule. Et donc, c'est important parce que ça donne à voir ces emboîtements de systèmes, ils sont dynamiques dans le temps. Et quand on est dans un processus de transition, il y a bien les deux types de sous-systèmes qu'il va falloir faire évoluer. Et donc, les éleveurs et les systèmes de connaissances, en fait, vont nécessiter, en fait, de bouger également et pas que le système biophysique. Et donc, l'objet qui est central dans les systèmes d'élevage, c'est de rentrer par les pratiques. Et donc, moi, mon outillage méthodologique, c'est de rentrer plutôt par les systèmes d'élevage réels, donc les fermes commerciales. Et sachant que ce concept, il peut être transposé au système aquacole. Donc, ces systèmes d'élevage, ils sont ancrés dans un système socio-technique. Donc, ce qu'on appelle un système socio-technique, c'est l'ensemble des acteurs socio-économiques qui se retrouvent autour des systèmes d'élevage et qui forment un réseau
Et ces acteurs, ils adoptent des stratégies économiques et techniques qui sont cohérentes entre elles et qui donnent une grosse stabilité à l'ensemble des systèmes et qui peut éventuellement les verrouiller. Donc, dans un processus de transition, tout l'enjeu, ça va être d'amener les interactions entre le système d'élevage et ce système sociotechnique qui l'entoure à évoluer pour cheminer. De la même manière, l'ensemble des systèmes d'élevage et de ce système sociotechnique dans sa globalité, ils sont sous l'influence et ils influencent en fait des changements globaux. Donc ces changements globaux, vous les avez tous en tête. C'est tout d'abord une population humaine en fait qui grandit, le réchauffement climatique auquel contribue en fait pour 20% l'élevage, la raréfaction en fait des ressources, notamment en fait tout ce qui est azote, phosphore, qui sont utilisés en fait dans les systèmes agricoles, des impacts également sur la santé humaine liée à tout le système alimentaire auquel contribuent les systèmes d'élevage, la globalisation des échanges et aussi tout ce qui est transition numérique et puis transition technologique. Donc là, j'ai donné une photo d'un steak végétal parce que c'est des choses qui interpellent et qui influencent aussi le monde de l'élevage. C'est les demandes sociétales les demandes sociétales en fait qui sont portées en fait autour de l'élevage, elles remettent en question l'ensemble de sa contribution à ces changements globaux. Donc là, j'en ai catégorisé 4 types. Tout d'abord, en fait, l'impact sur les problèmes environnementaux, la demande sociétale autour d'améliorer les systèmes d'élevage pour réduire les impacts environnementaux, donc plus particulièrement les émissions de gaz à effet de serre, la perte d'agrobiodiversité et puis tout ce qui est usage des ressources sur lesquelles on reviendra. La deuxième demande sociétale, c'est relative au bien-être animal et aux droits des animaux, qui remet en question en fait les conditions de vie animale, la gestion de la douleur, les conditions de mise à mort, des problèmes sanitaires et de santé des animaux, avec tout ce qui est gestion de l'utilisation, par exemple des antibiotiques, les risques d'épizootie et puis de zoonose. On est bien placé en ce moment pour le savoir. Et puis la dernière type de demande en fait sociétale, elle renvoie plutôt à des critiques du modèle de développement industriel sur lequel les systèmes d'élevage, le système alimentaire dans sa globalité s'est développé, et donc une remise en question de cette spécialisation et de cette intensification. Ces demandes sociétales, finalement, elles révèlent les défaillances du système en place pour infléchir les changements globaux, et elles amènent à repenser la place et le rôle des systèmes d'élevage dans les systèmes alimentaires, et ce faisant, en fait, la place et le rôle des animaux dans les systèmes d'élevage et dans le système alimentaire. Et donc, elle pose la question, finalement, elle remet en question, finalement, le besoin de désartificialiser les systèmes qu'on a mis en place en se basant plutôt sur des processus écologiques, biologiques, de recoupler. Donc là, on a un schéma qui met en place, en fait, qui rend compte de la circularité, donc de recoupler plutôt que de segmenter les systèmes et les différentes étapes, c'est plutôt de recoupler. Donc le recouplage à la fois à l'échelle du système des productions animales, des productions végétales, mais aussi du système de production et de consommation si on va à l'échelle globale. Et puis, ce faisant, elle nécessite aussi de repenser les services qui sont rendus par les systèmes d'élevage, pas uniquement de la production, mais aussi d'autres types de services. Et la circularité, le besoin de recouplage aussi repose la question de la multifonctionnalité des animaux, c'est-à-dire des animaux qui sont en capacité en fait de valoriser des ressources comme par exemple des coproduits ou des déchets. Et donc, en fait, finalement, ces principes que j'ai donnés tout à l'heure, en fait, autour du recouplage, autour de l'utilisation de la multifonctionnalité des animaux, de l'adaptation des animaux, en fait, à valoriser certaines ressources, ça renvoie finalement aux principes qui sont donnés par l'agroécologie. Donc là, j'ai juste cité deux auteurs,
qui, du coup, le papier des collègues en fait, de Dumont et collaborateurs qui utilise, en fait, qui a appliqué finalement les principes d'écologie au système d'élevage et donc réduire l'usage des intrants, optimiser en fait le bouclage des cycles biogéochimiques pour diminuer les pollutions, utiliser la diversité au sein des systèmes de production animale pour améliorer leur résilience et leur multiperformance et adopter des pratiques en fait qui permettent d'améliorer la santé animale. Parmi ces 5 principes, en fait, il y en a 2 qui sont majeurs et sur lesquels qui sont constitutifs en fait et qui sont vraiment le bouclage des cycles biogéochimiques et l'utilisation de l'agrobiodiversité, c'est-à-dire la diversité que choisit l'éleveur que l'éleveur va choisir en fait d'élever et d'utiliser dans son système. Et à ces principes écologiques, en fait, il y a d'autres auteurs qui ont travaillé plutôt sur des principes socio-économiques qu'embarque l'agroécologie, la transition agroécologique. Donc là, c'est Dumont, mais c'est notre Dumont, du coup, qui édite ces principes. J'en ai souligné 2. Le premier, c'est d'encourager en fait les processus d'apprentissage et d'expérimentation, parce que ces systèmes basés sur les principes de l'agroécologie, finalement, on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Et donc, l'idée, c'est de les expérimenter. Et donc, il y a tout un système d'apprentissage autour à renouveler. Et puis le deuxième, en fait, que j'ai souligné, c'est la promotion de la diversité des réseaux et des arènes d'échange entre les acteurs qui permettent en fait de favoriser ces processus d'apprentissage. Et donc, en tant que zootechnicien, en fait, on ne va pas travailler, nos objets ne vont pas être ces principes socio-économiques. En revanche, en fait, dans les dispositifs de recherche qu'on peut mettre en place, on va s'appuyer sur des expérimentations, des innovations que mettent en place en fait des acteurs, notamment des éleveurs. Et puis on peut en fait dans certaines méthodologies développer des méthodologies qui favorisent en fait ces espaces d'échange entre les acteurs. C'est pour ça que je l'ai souligné. Donc moi, ma thématique, c'est plutôt de rentrer autour de cette question de la diversité, donc des systèmes agricoles diversifiés. Donc il y a des définitions qui ont été données. Donc c'est des systèmes qui intègrent plusieurs espèces cultivées ou plusieurs animaux dans les systèmes de production, qui promeuvent finalement l'utilisation de la diversité que choisit d'élever ou de cultiver l'éleveur à travers les différentes échelles. Et cette diversité va permettre de générer des processus écologiques qui vont permettre de se substituer finalement aux intrants de synthèse et de faire fonctionner le système et de le faire produire et de le faire en fait durer dans le temps. Donc, les systèmes d'élevage diversifiés, du coup, si on l'applique vraiment à la diversité animale, ils utilisent la diversité intra- ou interspécifique animale, et puis ils vont recouper production animale et production végétale. Donc, en théorie, en fait, cette diversité, l'agrobiodiversité, elle a été beaucoup plus travaillée en fait dans le végétal que dans l'animal. Et il y a beaucoup de travaux qui demeurent comme un peu un principe, la diversité est bénéfique pour la durabilité et la résilience des systèmes. Cela dit, en fait, depuis 5 ans, ça s'est vraiment accéléré. Il y a des travaux qui se développent en production animale avec l'idée de fournir des preuves vraiment empiriques que ces systèmes basés sur la diversité animale, ils sont des alternatives prometteuses pour la durabilité et la résilience des systèmes. Et puis, se pose la question à quelles conditions ils le sont. Et donc, c'est pour ça qu'on dit passer de la théorie un peu à la pratique. Et donc là, j'ai juste décliné quelques questions que ça pose finalement, de s'interroger sur l'utilisation de la diversité animale dans les systèmes d'élevage. Donc, la première chose, c'était que moi, je me suis posée et sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, la première, c'était de clarifier le concept de diversité animale en élevage, parce que finalement, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. La deuxième, c'est de se poser la question comment ces systèmes qui sont basés sur la diversité, ils fonctionnent, quels bénéfices et puis quels inconvénients ont-ils. Donc ça, c'est plutôt un point de vue statique. Et puis la troisième voie, c'est de s'interroger du point de vue dynamique, c'est-à-dire finalement comment passer à un système d'élevage basé sur l'agrobiodiversité, sachant que c'est plutôt des systèmes qui sont
très réduit dont on dispose aujourd'hui. Quels bénéfices et coûts y a-t-il à y passer, en fait, à ce type de système-là? Et puis, quels sont les freins et les leviers également pour opérer cette transition? Donc là, je vais juste éclairer, je vais reprendre les 3 points, puis je vais juste éclairer quelques travaux que moi j'ai menés et ça ne préjuge pas du tout de l'exhaustivité des travaux qui sont menés par ailleurs. Donc, sur la clarification du concept avec des collègues en zootechnie, on a travaillé sur le développement d'un cadre un peu d'analyse de la gestion de la diversité dans les systèmes d'élevage. Donc, on a découpé en fait autour de, il y a 4 grosses thématiques que ça recouvre. La première, c'est les formes que recouvre cette diversité. Donc, elle peut être génétique, elle peut être phénotypique. La diversité à laquelle on pense en premier, en fait, c'est plutôt la diversité interspécifique. En fait, ce qui compte, c'est surtout la diversité fonctionnelle que cette diversité génétique ou interspécifique, elle supporte. La diversité fonctionnelle, c'est en gros, l'idée, c'est de dire on va associer des entités animales qui ont des comportements différents et complémentaires dans les systèmes. Par exemple, je vais associer du bovin et des ovins au pâturage. Ça va me permettre de mieux utiliser en fait la ressource herbagère parce qu'ils ne vont pas pâturer à la même hauteur d'herbe, ils ne vont pas avoir la même façon de sélectionner les ressources végétales. Et ou alors, en fait, c'est une complémentarité dans les réponses à des perturbations, c'est-à-dire par exemple des génotypes qui vont plutôt, où on associe des génotypes différents avec du coup des génotypes qui vont plutôt favoriser en fait la fonction de production en cas d'aléa, par exemple, alors que d'autres vont plutôt favoriser la fonction de reproduction. Le deuxième pôle, en fait, c'est les niveaux auxquels la diversité elle se construit et s'exprime. Et ça a une importance, notamment quand on travaille en termes de recherche, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes échelles de temps et d'espace. Donc, la diversité à l'échelle à laquelle ça s'exprime, ça par exemple le gène. Et puis, la diversité à laquelle ça va s'exprimer, les bénéfices vont pouvoir s'exprimer, ça va être à l'échelle, par exemple, du troupeau ou des animaux. Donc, c'est important de caractériser ces niveaux auxquels ça s'exprime et ça se construit. Le troisième pôle, en fait, c'est bien sûr les bénéfices qui sont retirés. Alors là, on s'est focalisé sur les retirés par l'éleveur de la gestion de cette diversité. Donc, on en a identifié plusieurs. Donc, c'est à la fois la production, produire en quantité et en qualité, les types et la gamme de produits qui va être issu du système d'élevage. C'est aussi l'efficience, c'est-à-dire le rapport, ça va permettre d'améliorer en fait ce que je produis par rapport aux ressources que j'utilise, l'autonomie, c'est-à-dire ça va permettre éventuellement de réduire l'usage des intrants, et puis ça permet d'être résilient, c'est-à-dire c'est l'exemple, la diversité permet de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ce qui est important surtout, c'est que finalement, on se rend compte que d'utiliser la diversité, ça demande de faire un compromis entre ces différents types de bénéfices et qu'on ne peut pas être gagnant-gagnant partout, même si on essaie d'être au mieux gagnant-gagnant. Et puis, le quatrième pôle, c'est la façon dont on gère cette diversité. Et c'est cette façon dont on va la gérer, en fait, qui va donner plus ou moins de bénéfices ou qui va être plus ou moins coûteux. Et donc, dans cette boîte gestion de la diversité, il y a à la fois l'objet de s'intéresser plutôt sur les éleveurs, les acteurs qui gèrent, en fait, donc les éleveurs qui vont être gestionnaires. Donc là, se pose la question, par exemple, si j'utilise si j'ai 2 espèces animales dans mon système d'élevage, est-ce qu'on va plutôt se répartir le travail en fonction des espèces? Est-ce que c'est une complémentarité, est-ce que c'est une seule personne qui va avoir toutes les compétences pour gérer la diversité des espèces? C'est s'interroger sur les pratiques d'élevage, c'est-à-dire en gros comment j'utilise cette diversité, comment je vais gérer par exemple les accouplements dans un système où je gère en fait plusieurs, où je fais du croisement et que je gère du coup plusieurs finalement génotypes dans mon troupeau. Comment j'alimente en fait finalement dans un système diversifié. C'est aussi les indicateurs de gestion que va se construire l'éleveur et enfin c'est les déterminants, c'est-à-dire quels sont finalement les freins et les leviers en fait dont je dispose pour pouvoir utiliser cette diversité. Donc là, on a un peu calibré un cadre d'analyse partagé autour de ce que ça voulait dire gérer de la diversité dans les systèmes d'élevage.
Le deuxième point, donc c'est d'un point de vue dynamique. Donc là, c'est des travaux que je mène, que moi j'ai commencé et qui sont issus en fait d'un travail de thèse que j'ai encadré. On s'est intéressé à finalement sur le croisement rotatif, c'est-à-dire le croisement consiste du coup accoupler à accoupler des femelles du troupeau, donc c'est en bovin-lait, hein, donc l'utilisation du croisement rotatif en élevage bovin-lait comme une voie pour tendre vers des systèmes plus durables et plus efficients. Donc le croisement, je disais, ça consiste vous avez sur le schéma, ça consiste à accoupler des femelles d'un troupeau d'une race A avec un troupeau d'une race 2. Et puis on garde les petites femelles les petites femelles croisées pour le renouvellement et puis pour les faire mener en lactation. Et ce faisant, il y a une diversité génétique qui se crée et donc vous voyez au bout de 5 ans sur le graphique à droite, vous voyez qu'au bout de 5 ans, on a, donc là, on part d'une Holstein et puis on va croiser. Et donc, on voit que les générations de croisement se succèdent au fur et à mesure, ces générations de croisement créant un brassage en termes de gènes et du coup, une diversité de génotypes à gérer dans le troupeau. Donc, le croisement, il y a des travaux qui montrent que c'est un levier pour dépasser des problèmes de fertilité et de santé des vaches en race pure commerciale, notamment la race Holstein, qui a été fortement sélectionnée sur ses traits de productivité. Et donc, ça permet de bénéficier d'effets d'hétérosis, le petit bonus en plus qu'on a sur les performances, et de jouer sur la complémentarité des races pour pouvoir en fait améliorer les traits fonctionnels des animaux. Et il y a des travaux qui montrent aussi qu'en termes de rentabilité économique, c'est intéressant. Et, pourtant, en fait, c'est une pratique qui est peu développée et les travaux, pour le moment, en fait, sont plutôt portés c'est plutôt avec une grosse valence génétique et on s'intéresse plutôt aux bénéfices que ça génère. Et il y a très peu de travaux qui portent en fait sur les modes de gestion. Et donc, nous, à travers la thèse de Julien Quénon que j'ai encadrée, l'idée, c'était de s'interroger finalement les éleveurs qui passent au croisement, comment ils s'y prennent. Donc, on a été interviewé une trentaine d'éleveurs qui ont mis en place le croisement depuis une dizaine d'années au moins. Et puis, on a caractérisé leurs pratiques de reconfiguration, donc la façon dont ils gèrent les accouplements, les types de croisements qu'ils font, le renouvellement, la réforme, etc. Et donc, ça nous a permis de caractériser finalement trois trajectoires de changement technique pour passer à un troupeau basé sur le croisement. Donc, le premier axe, en fait, à l'horizontale, il rend compte de la façon dont les éleveurs en fait personnalisent ou pas en fait leur schéma. Donc d'un côté, on a des éleveurs qui vont personnaliser un ou plusieurs schémas en fait de croisement dans leur système pour reconcevoir le système d'élevage et tendre vers des systèmes qui sont basés soit vers l'agriculture biologique, soit vers des systèmes pâturins. Et donc ils réfléchissent en fait les types d'animaux via les schémas de croisement qui sont les plus adaptés pour faire cette transition. Versus de l'autre côté, en fait, des éleveurs qui, eux, ils vont plutôt utiliser un schéma de croisement qui est prédéfini et sur lequel ils ont un peu de connaissances. Et donc, dans un système, finalement, d'élevage inchangé par ailleurs. Donc, l'idée, c'est d'améliorer, en fait, la fertilité des animaux. Et sur le deuxième axe, en fait, alors sachant que vous voyez que sur les groupes A et B, en fait, qui sont plutôt sur le croisement, permet une transition vers des systèmes herbagés ou des systèmes bio, en fait, sont plus nombreux. Et le deuxième axe, il rend compte plutôt du rythme auquel les éleveurs introduisent le croisement et la façon dont ils gèrent finalement l'incertitude et leur aversion au risque lorsqu'ils changent. Donc, avec un compromis entre avoir d'un côté, introduire le croisement de manière très importante en fait dans le troupeau pour avoir les effets le plus rapidement possible, versus y aller doucement parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner et du coup on y va progressivement. Ce qui est important, c'est qu'on a identifié que ces éleveurs, en fait, finalement, ils ont ces chemins de transition, ils reflètent différents degrés de détachement des éleveurs vis-à-vis de l'ensemble du réseau d'acteurs socio-économiques dans lesquels ils sont, le régime socio-technique dont j'ai parlé tout à l'heure,
Donc, le détachement, il se traduit par des changements dans les normes professionnelles, dans les réseaux d'acteurs et puis dans les instruments aussi que ce réseau véhicule. Donc, juste les éleveurs du groupe A, par exemple, ils se détournent le moins du régime dominant. Ils ont limité les changements du croisement du coup, en se basant en utilisant en fait des schémas de croisement qui sont plutôt plus connus, on va dire, pour éviter, voilà. Ils sont restés plutôt dans les réseaux d'acteurs conventionnels, donc les entreprises de sélection dans lesquelles les inséminateurs et puis le contrôle laitier. Puis ils sont dans une logique de continuer d'améliorer la productivité en fait des vaches. Versus les éleveurs en fait qui sont dans le groupe C, complètement en bas, eux ils se sont plus émancipés du modèle dominant, on va dire. C'est des éleveurs qui mènent une transition dans les systèmes donc plutôt à faible bas intrant, biologique ou pâturant. Et puis, ils acceptent une perte de productivité des vaches. Ils veulent gagner plus en qualité et en robustesse de leurs animaux. Et puis, certains, finalement, sortent des réseaux d'acteurs, donc de l'insémination. Ils apprennent à inséminer leurs vaches. Ils sortent du contrôle laitier. Voilà, donc ils se détachent un peu de ce système. Ce détachement, en fait, on l'a vu également en faisant des entretiens auprès des acteurs, en fait, finalement, de ce système socio-économique, donc les entreprises de sélection, les organismes de sélection, des chercheurs, des instituts techniques, des maquignons qui vendent les veaux issus des élevages laitiers. Et donc, on a essayé de caractériser finalement quel était l'impact qu'avait le développement du croisement sur leur pratique et comment ils appuyaient ou pas, en fait, ce que ça changeait dans leur activité. Et donc, on a identifié un verrouillage, ce qu'on a appelé un verrouillage socio-technique autour de la gestion de la race pure et de l'hyperspécialisation. Donc, je vais juste illustrer les types d'obstacles sans rentrer dans le détail de tout. Il y a des obstacles qui sont d'abord organisationnels, hein, le fait que, du coup, dans la loi, c'est institutionnalisé, le fait que la sélection s'opère en race pure. Et puis, il y a des interdépendances entre les acteurs, les organismes de sélection en fait, qui représentent les éleveurs, et puis, du coup, les liens qu'ils ont avec les réseaux de recherche et de développement, et puis les entreprises de sélection. Donc, ces interdépendances, elles peuvent bloquer aussi ou faciliter, au contraire. Il y a des obstacles qui sont cognitifs et culturels. Donc, passer au croisement, ça demande de dépasser l'idée que des animaux et des races homogènes, des animaux et des troupeaux homogènes, et puis ça demande de dépasser souvent la productivité laitière par vache. Et puis ça demande aussi de changer de mode de production de connaissances, ou dans le système dans lequel dominant, on a la recherche produit de la connaissance, et puis du coup sur des index. Et puis, c'est ce qui va permettre de prédire les performances des vaches. Et puis là, du coup, avec le croisement, ça demande de changer, de travailler plutôt sur des connaissances locales et puis de s'adapter, d'adapter en fait les modes de conduite en fonction des performances des animaux. Il y a des obstacles qui sont technologiques. Avec le plus fort obstacle, c'est l'incompatibilité entre le génotypage, l'indexation finalement, et puis les croisements, parce qu'on ne peut pas en fait génotyper pour l'heure, en tout cas des animaux croisés. Et puis la traçabilité généalogique à travers le code 39, c'est-à-dire à partir d'une vache, du moment où une vache est croisée, elle a un code 39 et on ne sait pas en fait finalement ce que ça traduit comme type de croisement. Et puis en aval, de la même manière, on a une incompatibilité avec les équipements, c'est-à-dire avec les animaux qui sont croisés, en fait, ils ont des conformations qui sont différentes, des vaches qui sont différentes. Et puis dans les salles de traite, ça peut poser des problèmes. Et de la même manière, en fait, les veaux qui sont issus de croisement sont plus hétérogènes et donc posent des questions au niveau de la chaîne à l'aval pour l'engraissement. Puis des obstacles économiques et de marché. Donc, avec du coup, finalement, l'ensemble des acteurs qui font des économies d'échelle justifiées en investissant parce qu'ils ont investi sur la race pure, puis des pertes économiques, donc les maquignons liés à cette hétérogénéité des veaux croisés, et puis au fait qu'il y a certains veaux croisés qui ont peu de conformation et du coup, en fait, on les donne, quoi. Et puis les éleveurs, de la même manière, pour les veaux et puis pour les vaches croisées, on ne peut pas les vendre pour le renouvellement, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer un peu ce type, le verrouillage. Et enfin, juste pour finir, donc sur donc là c'était plutôt en dynamique, et puis sur des systèmes, on a travaillé plutôt comment fonctionnaient les systèmes basés, qui utilisaient en fait du polyélevage en fait, qui utilisaient une diversité interspécifique, donc à travers un projet européen qui s'appelle Mix Enable.
Et donc là, on a réalisé en fait des enquêtes, une centaine d'enquêtes auprès d'éleveurs bio qui utilisaient en fait différentes espèces animales. L'idée étant de pouvoir voir quels étaient les bénéfices et comment en fait ils géraient ces types-là de systèmes. Donc je vais juste donner à voir, on a valorisé une synthèse biblio en fait qui rencontre des potentialités que présente du coup l'utilisation de systèmes d'élevage basés sur une diversité, enfin différentes espèces animales pour la durabilité des systèmes. Donc voilà, et on montre en fait que finalement il y a il y a des bénéfices, mais en fait il n'y a pas d'études qui l'ensemble des bénéfices qui permet de travailler sur les compromis entre ces bénéfices. Et puis, finalement, les travaux qu'on a regardés dans cette revue de littérature, ils sont plutôt centrés sur les pratiques d'élevage et on s'intéresse peu finalement à ce que ça demande en termes d'organisation du travail et de la même manière ce que ça génère en termes de type de commercialisation. Parce que quand on a différentes espèces, ça veut dire différentes filières de valorisation et donc du coup comment en fait finalement s'articulent le technique et puis la commercialisation dans ces systèmes. Donc ça, c'est des choses dont on devrait en fait avoir des travaux. Et je voulais finir juste par là, c'est-à-dire que dans ce projet, on a aussi encadré un stage qui vise à développer en fait 3 outils à destination de l'enseignement. Donc un quiz qui vise à en fait donner à voir, informer, donner à voir un premier référentiel de connaissances sur le polyélevage. Un QSORT qui vise plutôt à pas transformer, mais en tout cas à identifier les représentations initiales qu'ont les apprenants sur le polyélevage et puis à faire en sorte qu'ils construisent une argumentation autour des bénéfices et de la gestion de ces systèmes en polyélevage. Et un dernier qui est en phase de reconstruction, on est en train de le finaliser, qui est plutôt une étude de cas et qui vise à faire en sorte de faire réfléchir les jeunes sur le polyélevage comme étant une solution pour penser la durabilité des systèmes, pour que ça vienne dans leur portefeuille de ressources, parce que c'est pas inné. Voilà, moi j'en ai terminé pour ma présentation. Puis je vais laisser du coup la parole à Amélie, qui va parler plutôt de cette question sur les systèmes aquacoles. Merci Marie-Angelina. Tu enlèves ton partage d'écran. Oui. Et tu coupes ton son et nous allons maintenant écouter Amélie qui va partager son écran. Voilà. Bon, bonjour à tous. Du coup, Amélie Tagliaferro, chef de projet à l'EPL de Quimper-Bréauloux. Donc, en effet, comme vient de le préciser Marie-Angelina, je vais plutôt parler de la partie élevage aquacole de ce webinaire donc, sur les transitions vers les systèmes d'élevage terrestre et aquacole. Donc, avec une partie contexte et ensuite sur les projets internes à l'EPL et dans le cadre de cette transition. Donc, en effet, sur la partie contexte, voilà, je sais que l'aquaculture est quand même une production assez particulière. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est bien la culture d'organismes aquatiques, donc y compris poissons, mollusques, crustacés et plantes, donc définis par la FAO. Vous avez à côté donc quelques graphiques qui représentent justement en fait l'évolution de l'aquaculture dans le temps depuis les années 60. Alors, cette évolution a largement dépasser en fait la pêche à partir des années autour des années 80-85 avec en fait des nouvelles technologies qui se sont développées, une demande du marché plus importante. Il faut savoir qu'on passe d'à peu près une consommation de 9 kg par personne en 1960 à une vingtaine en 2015. Donc vraiment une nécessité de développer l'aquaculture. Cependant, comme on peut le voir, la pêche se stagne à un certain niveau autour de à peu près 80 millions de tonnes, donc autour des années 85-90. Et ça, en fait, est un lien avec l'aquaculture qui, en fait, nécessite la pêche, notamment la pêche minotière comme source de protéines pour l'alimentation des poissons qui sont consommés, comme carnivores, notamment la truite, saumon, bar, dorade. Donc, depuis 2003, on observe vraiment un recul du pourcentage de développement de l'aquaculture, notamment donc, par la disponibilité en matières premières, mais aussi avec l'impact environnemental de la pisciculture, notamment dans l'utilisation des ressources.
Donc, on retrouve bien ce qui a été présenté avant par Marie-Angelina, notamment sur les donc différents outils d'évaluation de l'aquaculture durable. Donc notamment, donc là, on retrouve la fleur en français de donc Dumont et ses collaborateurs, qui était appliquée au système d'élevage voilà, terrestre, mais qui peut aussi avoir des pendants aquacoles. Mais également, il existe différents guides et la FAO qui a défini qu'est-ce qu'était l'aquaculture durable en 1995. Et à l'issue de ça, de nombreuses modifications et améliorations ont été apportées, notamment avec les guides de l'IUCN, mais également avec des nouveaux outils de diagnostic, comme IDE Aqua, construit par des associations et des institutions de recherche en aquaculture, ITAVI, INRAE, etc., et les professionnels, comme le CIPA, par exemple. Mais on connaît également, grâce à Joël Aubin et à son projet Pissenlit, qui était en fait définir l'aquaculture écologiquement intensive, donc une autre aussi notion très intéressante en aquaculture, notamment pour son développement, et en lien totalement avec les freins qu'on a pu citer. Et IDEA4 également, donc appliqué normalement à l'agriculture, mais qui peut avoir son pendant aquacole, notamment le lien en IDEAQUA, qui s'y fie aussi. Et donc, tout ça peut avoir un impact direct sur les apprenants, et c'est bien l'intérêt en fait d'utiliser ces outils-là et les co-concevoir avec nos apprenants. Donc, c'est là que je passe sur la partie plutôt projet interne à Bréoloux. Donc, pour préciser, en fait, Bréoloux a un atelier pédagogique aquacole, donc la pisciculture, qui est composé de différents ateliers, on va dire les étangs, la partie écloserie étang, etc. Et notre centre technique aquacole, qui lui abrite des systèmes donc hors sol en aquaculture, des systèmes ouverts et des systèmes en circuit recirculé que je vous présenterai plus précisément par la suite, mais qui sont en fait, donc on l'appelle bien un atelier pédagogique parce qu'il n'a pas la taille d'atelier professionnel, c'est-à-dire pour valoriser une production totalement. Par contre, on a bien on a une installation qui permet l'expérimentation. Et ça, c'est très, très intéressant, et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans cette pisciculture, notamment par rapport aux missions qui lui sont attribuées, qui sont des missions communes aux EPL également, donc une mission d'expérimentation, une mission pédagogique et une mission d'animation de territoire. Et c'est essentiellement pour cela que le dispositif chef de projet pour lequel donc, je travaille au lycée de Bréoloux est très intéressant, parce qu'en fait, ça nous permet à nous de faire tout ce qui est le travail de contextualisation, développement et analyse des enjeux territoriaux sur cette production-là, aquacole, faire le lien avec les professionnels, la recherche et les projets nationaux menés dans les transitions de l'aquaculture, dans le développement d'une aquaculture plus durable, et ensuite faire le lien avec les référentiels et les plans nationaux enseignés à produire autrement, notamment EPA2, pour ensuite pouvoir valoriser justement ces projets-là, donc ces projets coportés avec les professionnels et la recherche, avec les apprenants, et ensuite mettre en place ces projets au sein de la pisciculture. Donc pour revenir sur les enjeux et les objectifs d'être chef de projet dans un EPL, et donc dans le cadre aussi de travailler dans cette transition des systèmes d'élevage, l'idée c'est vraiment d'entretenir et d'être l'intermédiaire avec tous les acteurs, donc notamment les partenaires scientifiques, donc comme l'INRA, l'ITAVI, également les partenaires professionnels, le GOESAN, qui travaille essentiellement sur la qualité de l'aliment et les innovations en termes justement pour changer l'origine des protéines dans l'aliment aquacole, donc, qui était un des freins de l'aquaculture, mais également l'interprofession, les institutionnels, etc., et les associations. Également, un des objectifs d'être chef de projet dans un établissement, c'est de pouvoir co-concevoir des systèmes expérimentaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait justement cet état des lieux, qu'on a travaillé avec les professionnels, qu'on les a fait venir au sein de l'établissement et développer des projets, ce qui en découle, c'est bien donc des thématiques, des problématiques. Et ces problématiques-là, aujourd'hui, elles sont essentiellement en aquaculture durable, sur l'utilisation et la gestion des ressources, comme l'eau, mais également les effluents. Donc, nous, ce qu'on a eu l'idée, c'était de monter une serre. Donc, ici, la serre Médusa que vous voyez en 3D, pour tester plein de petits systèmes, et notamment des systèmes intégrés, donc aquacole et horticole, comme l'aquaponie, dans un cadre d'un circuit recirculé qui, lui, justement, permet d'économiser l'eau et donc d'avoir une meilleure gestion de cet intrant. Donc là, pour vous présenter l'aquaponie, donc c'est un système justement de couplage ou d'intégration de l'élevage animal et végétal dans le cadre de l'aquaculture et en eau douce.
Et donc, on voit bien, vous voyez un système à votre gauche, un système type recirculé lambda, donc avec des bassins d'élevage qui sont, en fait, c'est une eau qui est perpétuellement en recirculation dans le système, mais qui est également purifiée pour pouvoir revenir au bassin d'élevage sans dommage sur les poissons. Et la partie filtre biologique, qui est hyper importante, permet en fait de transformer des éléments en, par exemple, le nitrate. Donc, c'est un élément qui, lui, si on recircule beaucoup le système et si on ferme de plus en plus ce système-là, peut devenir un danger ou une limite dans le système. Et donc, l'idée de coupler avec un système plutôt horticole, donc et hydroponique, c'est que les plantes vont, elles, pouvoir assimiler ce nutriment-là. Et donc, finalement, ce qui était considéré comme un rejet devient une ressource valorisable. Et donc là, dans l'intérêt pédagogique, il est très, très intéressant parce qu'on arrive vraiment à réfléchir à un système complet avec réfléchir aux intrants, donc la problématique de l'entrée d'eau, mais également la valorisation des effluents et la gestion de ces nutriments-là, et donc qui répond aussi aux freins de l'aquaculture en général, qui était donc l'impact sur l'environnement. Donc, une des objectifs de chef de projet, c'est aussi, une fois qu'on a défini, par exemple, ces thématiques de projet, de recherche, avec les professionnels, la recherche, et que c'est des choses qu'on peut mettre en place sur le lycée, c'est trouver les classes qui pourraient travailler là-dessus, dans quelle mesure on peut les faire travailler, donc trouver les séances, et également les enseignements et les matières qui peuvent être concernées. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple de Bac Pro Production Aquacole, où clairement, ça s'est monté en termes d'EIE, donc c'est les initiatives locales, mais également les travaux pratiques. Donc là, la photo tout en haut à droite. EIE, c'est plutôt la photo qu'on peut voir en bas à droite, et les chantiers écoles, notamment dans la co-construction de la serre. En BTSA Aquaculture, donc ça, c'est les deux formations qu'on a au lycée de Bréauloux. On peut également utiliser les MIL, donc c'est les modules pareil d'initiative locale, sur l'expérimentation, la mise en mode projet des étudiants. Donc, c'est des petits groupes qui vont travailler sur la conception, le protocole, le dimensionnement et le suivi de projets. Donc, c'est hyper intéressant et complètement dans le cadre de leur formation. Et ce qu'on peut retrouver aussi de particulier, c'est les cours de pluri et les temps forts qui, eux, peuvent mêler à la fois donc, ce qu'on pouvait imaginer au départ, seulement les matières type technique, aquaculture, agroéquipement, mais également les matières plus générales, biologie, physique, chimie, et l'économie-gestion, notamment lors des temps forts, et les cours que vous pouvez voir là, donc la photo au milieu, sur la co-conception avec les étudiants d'outils de durabilité et d'évaluation d'une entreprise aquacole. Enfin, du coup, si on regarde les finalités pédagogiques, c'est vraiment donc voir avec les étudiants déjà de prendre en main ces outils de diagnostic, IDEAQUA, IDEA4, ces questions de durabilité de l'aquaculture, et l'appliquer, bien entendu, sur ces nouveaux systèmes innovants comme l'aquaponie, donc en travaillant sur des études de cas, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qu'on a pu visiter, qu'on a rencontrés, et on a utilisé leurs données pour travailler avec les étudiants sur justement, c'est un système qui peut être fonctionnel, mais il faut évaluer ensemble la durabilité de ces systèmes-là. Donc, c'était très, très intéressant à mettre en place. Comme je vous l'ai présenté en amont aussi, l'immersion en mode projet, donc analyser le contexte, bibliographie, tout ce qui est la mise en mode projet des étudiants, avec en plus le fait de savoir travailler en équipe sur ces projets-là, conceptualiser et dimensionner les systèmes, comme vous pouvez le voir sur la photo tout en bas à gauche, c'est vraiment un système donc, aquaponique avec le bac d'élevage en noir et les rafts qui seront posés dans les bacs bleus derrière. Et ça a été complètement dimensionné avec des étudiants d'un groupe de 1000, donc BTS, première année, et qui vont pratiquer donc aussi le suivi, la mise en eau de ce système-là et le suivi ensuite hydroponique et aquaponique. Et enfin, on essaye d'aboutir tous ces projets sur à la fin une évaluation des étudiants de leur projet et en faisant en fait en valorisant, en essayant de leur proposer de sensibiliser soit des publics, donc par exemple lors des portes ouvertes, mais aussi de communiquer auprès du grand public sur leur système. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'un kakémono créé avec des bacs pro sur justement leur petit système que vous voyez. D'ailleurs, il est posé juste à côté, le système aquaponique horizontal que vous pouvez voir en photo au milieu. Donc, en effet, le bilan pédagogique, il n'est que plus en fait de travailler sur des systèmes comme ceci intégrés, des systèmes d'élevage poly-élevage, déjà parce que ça apporte quelque chose de neuf, de nouveau. C'est ancré dans l'innovation et dans le développement de l'aquaculture aujourd'hui.
On parle aussi des modalités de diversité interspécifique et fonctionnelle. Donc, on a vraiment une vision holistique du système d'élevage et pas seulement la petite entrée qu'ils peuvent avoir sur l'aquaculture seule. Là, on réfléchit vraiment au système complet parce qu'ils vont jusqu'au dimensionnement. En effet, également, le lien entre la recherche, les pros, l'enseignement technique et supérieur dans le cadre de projets permet vraiment de motiver les apprenants à travailler sur ces projets-là au sein de l'atelier pédagogique. Et forcément, ça entretient la crédibilité de cet atelier-là auprès de nos étudiants, mais aussi auprès du territoire. Donc là, on est vraiment sur toutes les missions qu'on essaye de remplir avec cet atelier pédagogique. Et je voulais préciser également que pour moi, c'est vraiment un intérêt également auprès de l'équipe PEDA, dire qu'au-delà des apprenants, c'est aussi l'équipe pédagogique qui travaille ensemble dans des projets communs et partagés sur ces thématiques donc, de système intégré et multi-espèces et variétés aussi. Voilà, donc autant des filières techniques que matière générale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Amélie, excusez-nous, mais on a pris du retard, donc Vincent va pouvoir, s'il peut faire court pour compléter en mettant son diaporama. Marie-Angelina, si tu peux regarder quelques questions, en particulier celles qui peut-être peuvent être répondues à l'écrit plutôt qu'à l'oral, de manière à gagner un petit peu de temps sur la suite des événements. Merci, donc on écoute Vincent. N'oublie pas de mettre le son. Il faut mettre ton son, Vincent. Il faut mettre ton son, Vincent, s'il te plaît. Bonjour, toutes mes excuses. Donc, Vincent Gaillet, enseignant en aquaculture au lycée de la mer et du littoral. Alors, pareil, je vais vous présenter donc du coup le pilote expérimental d'ICIMTAP qui a été mis en place au sein du lycée. Donc, ce pilote, il prend place dans le programme PRIMA. Ce programme PRIMA, donc c'est un programme de recherche européen avec 8 partenaires, 5 pays, et donc il y a 4 pilotes en Europe. Donc, un en Italie, un à Malte, un en Turquie, et puis un sur le site donc, du lycée de la mer et du littoral, donc à Bourg-Seffrand, Charente-Maritime. Et ce pilote est mis en place avec les partenaires de l'INRA, de l'EMERSAS à Rennes, donc Joël Aubin et Christophe Jäger. Donc, le lycée de la mer, c'est un lycée donc, un peu particulier qui a à la fois en son sein des élèves de lycée général, technologique, des élèves agricoles, des adultes, donc avec plusieurs ministères représentés. En gros, c'est 750 élèves. Et surtout, la particularité, c'est que cette année, on est 129 étudiants ou élèves en aquaculture. Et donc, toutes les formations aquacoles existantes sont représentées puisqu'il y a 2 bacs professionnels, un en production aquacole et l'autre en culture marine qui se fait en apprentissage. Un niveau bac+2 avec des BTS, un partenariat avec l'Université de La Rochelle pour une licence professionnelle et des formations pour adultes. Donc, des publics qui vont de la seconde aux adultes en passant par le bac+3. Le CIMTAP, le programme donc, qui est mis en place, le pilote qui est mis en place, donc qu'est-ce que c'est? Donc, c'est d'abord un pilote d'aquaculture intégrée multitrophique, hein, c'est de l'AIMT. Alors, cette fois-ci, en eau de mer, puisque ce principe d'AIMT peut être appliqué à peu près partout, d'aquaculture intégrée multitrophique, eau de mer, eau douce, bien sûr. Donc, c'est vraiment l'élevage de plusieurs espèces qui peuvent être même différentes, c'est-à-dire que là, on va avoir des poissons, des filtreurs, des végétaux qui peuvent être des végétaux supérieurs ou des microalgues. L'idée étant qu'on a une espèce nourricière principale chez nous qui va être la dorade, par exemple, qui va être nourrie avec un granulé et que l'ensemble de tous ces nutriments apportés par le granulé soient pris en charge derrière par les autres organismes et produisent à la fois de la matière et des revenus pour l'aquaculteur. Donc ça, c'est le système d'AIMT. La phrase de Thierry Chopin qui parle de l'AIMT, c'est de dire que la solution à la nutrification, à l'apport de nutriments, n'est pas la dilution, mais la conversion. C'est bien ça qui guide ces systèmes-là. Ensuite, l'objectif de ce programme, c'est d'être durable. Cette durabilité, elle s'inscrit avec une contrainte qui est ne pas utiliser d'aliments avec des huiles et farines de poisson issues de la pêche chinotière. Donc, l'aliment ne doit contenir aucune huile et farine de poisson.
C'est ce qui a été fait donc avec le partenaire Le Gouessant qui a créé un aliment expérimental de ce type. L'évaluation de la durabilité des systèmes, que ce soit celui mené sur le lycée ou sur les autres pilotes, se fera à travers l'étude de type ACV ou émergie par l'UMRSAS afin d'évaluer la durabilité de ces systèmes-là, donc avec les outils existants. Du coup, le modèle retenu au lycée de la mer et du littoral, c'est un aliment donc 100% avec des farines et des huiles végétales. Et puis, pour compléter en fait les déficits, puisque les végétaux n'amènent pas tout ce qu'il faut pour les poissons, notamment en matière d'acides aminés et d'oméga 3, en fait, on utilise les moules de reflux d'un mytiliculteur local, c'est-à-dire qu'après le tri des moules, les moules qui ne font pas la taille ou qui ne correspondent pas à la norme pour les acheteurs, en fait, sont normalement jetées, détruites. Or, nous, on y voit de la matière très intéressante, notamment d'un point de vue acides aminés et oméga 3. Et donc, ces moules sont récupérés gratuitement, c'est un déchet de production, et redonné directement aux dorades pour permettre leur bonne croissance. Puis, l'autre impératif, c'est la réutilisation de l'eau. Donc, en fait, c'est de prélever le minimum d'eau dans le milieu, d'en rejeter le minimum, c'est la suite logique, et en même temps que cette eau rejetée, il y a le minimum de nutriments. De toute façon, cet objectif est complémentaire de celui du début, puisque pour pouvoir faire réintégrer tous nos nutriments et tous nos minéraux par des autres espèces, on a plutôt intérêt à le conserver dans le système. Donc, on essaye au maximum de conserver l'eau dans le système. Vous avez le système d'élevage là, que je vais représenter un peu plus tard, mais grossièrement avec tous les systèmes de clairs. Donc, les clairs sont des bassins d'affinage d'huîtres, donc des grands bassins en terre qui sont remplis en eau de mer par l'action des marées en règle générale. Là, on est sur des bassins d'environ 500 mètres carrés à chaque fois. Et donc, la recirculation de l'eau permet de distribuer en fait les nutriments, les minéraux aux autres espèces. Vous avez le modèle expérimental complet ici, donc avec l'entrée à gauche, les moules et l'aliment végétal. En première claire, les poissons qui sont là, c'est un modèle dorade royale, hein, par Usorata. Ensuite, on est sur une claire avec des huîtres de la japonaise et des crevettes, des Pénus japonicus. Puis un deuxième compartiment huîtres crevettes. Puis un troisième compartiment, cette fois-ci avec des palourdes et des crevettes. Et enfin, une partie de l'eau qui est retraitée en sortie pour permettre de la croissance d'ulves. Donc, on a 2 végétaux dans le système, les microalgues qui sont directement produites dans le système et consommées par les filtreurs, et les macroalgues en sortie de système, qui sont valorisées aussi, puisqu'on a un marché pour ce genre d'algues. Les premiers résultats, en fait, sont encourageants. On est à 18 mois, en fait, du projet. Donc, le pilote a tourné une fois complètement de juin à octobre et recommencera l'année prochaine. Donc, concernant les dorades, on a constaté un mois d'adaptation. C'est des poissons qui viennent de bassins d'élevage en résine avec une eau très claire. Ils se retrouvent dans des bassins en ostréicole. On leur change d'aliment. Ils passent d'un aliment classique, huile et farine de poisson, à un aliment 100% végétal. Et en plus, on leur demande d'apprendre. Ils ont une période d'apprentissage à broyer des moules, à se remettre à broyer des moules toute seule. Et il faut un petit mois pour faire ça. Puis après, on a une croissance tout à fait cohérente et tout à fait intéressante derrière, avec ce régime-là. Ensuite, pour les crevettes, les Pénus japonicus, donc on a observé de très bonne croissance, puisqu'on arrive sur des animaux, quand même, c'est très rapide, de 0,5 g à 1 g au début juin. On fait des animaux de 35 g en octobre, donc des animaux qui ont largement la taille commerciale, qui correspondent en tout point à ce qui se fait dans d'autres systèmes, et ce, du coup, sans apport de minéraux, de matière extérieure. Pour les palourdes, donc là, on voit bien sur la photo les 2 périodes de croissance, la mise en eau avec la première partie de la petite palourde en haut à droite, et puis après l'anneau de croissance énorme. Donc, on a pareil une très bonne croissance et un très bon taux de survie donc sur ces palourdes. Et on observe surtout pour le filtreur là et pour l'autre filtreur un taux de chair très important. Or, le taux de chair est un facteur de qualité pour le produit. Puis les huîtres. Alors les huîtres, on arrive très rapidement, en fin de système, mais assez rapidement, à des taux de chair très importants, puisqu'on arrive à plus de 20% de taux de chair, ce qui est énorme. On voit une huître là qui est pleine, en fait, qui est vraiment pleine. Le blanc étant du glycogène, ce n'est pas des gonades, ce n'est pas des huîtres en lait. Du coup, on a une très bonne croissance, bien sûr, un très très bon taux de survie, puisqu'on est à plus de 90% de survie sur l'ensemble des mois, ce qui est supérieur à ce qu'on observe en clair normalement.
et, et surtout un taux de chair qui est très, très, très élevé. Là, pour le coup, plus que les standards habituels. Donc, c'était pour les résultats, pour la partie des résultats scientifiques et la présentation du système, mais ce système se fait dans un lycée. Alors, le gros avantage, en fait, d'avoir ça, c'est qu'il sert ce système d'activité pratique pour les activités pédagogiques. Donc, les élèves, ils sont intégrés, c'est le contrat de départ, hein, des structures contre l'activité des élèves. Et en fait, comme disait Amélie tout à l'heure, on peut y faire tout un tas de choses. En fait, on peut y intégrer des cours d'aquaculture, d'agroéquipement, de biologie, de physique-chimie, mais aussi, là, je ne l'ai pas marqué, effectivement, de mathématiques et bien sûr l'économie-gestion ensuite. Donc, en fait, toutes les matières enseignées dans les formations aquacoles peuvent trouver leur compte à travers ce projet et avec une motivation certaine des élèves à travailler sur ce type de projet. Puis après, il peut servir de support à des mini-projets. Donc, je vous passe les acronymes PIC, EIE, mais en gros, c'est des projets menés par des étudiants en plus de leur formation classique qui peuvent prendre appui sur ce grand projet. Merci Vincent. Si on peut terminer, parce qu'il faut garder 5 minutes au moins de réponse aux questions. Très, très vite. Donc, l'accueil de stagiaires extérieurs, donc licence pro l'année dernière, ingénieur pour cette année. Les chercheurs qui viennent et qui peuvent faire des rencontres étudiants-chercheurs quand ils sont là. Une grosse dynamique pour l'équipe aussi, parce que du coup, on se retrouve tous à travailler autour du même projet, à échanger par rapport aux élèves. Et puis, des contacts avec la profession, que ce soit institutionnel ou des professionnels pour l'ensemble du système. Une confrontation aux réalités, puisqu'on se retrouve avec les réalités réglementaires, notamment pour le système multitrophique, avec beaucoup d'animaux, puis beaucoup de choses en fait, donc on est obligé de s'y pencher, de l'innovation, et puis bien sûr, une rigueur budgétaire à tenir, et donc des aspects budgétaires. Et donc voilà un système en fait qui satisfait des chercheurs, des professionnels en haut, des étudiants qui rencontrent des chercheurs, et puis d'autres qui participent directement au projet. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps, en plus que Maria-Angelina a un cours dans quelques minutes. Je pense que puisqu'on pourra ensuite revoir vos questions, j'en transférerai les questions aux intervenants qui pourront vous répondre en direct par mail. Il y a une question quand même générique qui concerne le revenu des agriculteurs et le verrou socio-technique dont tu parlais, Maria-Angelina. Remettez bien votre micro, s'il vous plaît, hein, pour ne pas perdre de temps. Est-ce que il n'y a pas incompatibilité entre ce que vous proposez en termes de diversité et les revenus des agriculteurs aujourd'hui? Quelles sont les conditions pour que les agriculteurs acceptent? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de freins, ou est-ce qu'au contraire, il y a une ouverture des éleveurs pour aller vers ces systèmes beaucoup plus divers, soit en interspécifique, soit en intraspécifique, soit même, comme vous l'avez montré, en associant élevage et diversité végétale et diversité animale. Maria-Angelina, ton micro. Oui, sur les revenus, en fait, c'est difficile parce que nous, les éleveurs avec qui on travaille, ils sont déjà embarqués en fait dans ce processus, donc eux, ils sont engagés. Je pense qu'il y a des ouvertures. Après, des travaux qui travaillent sur les revenus, justement, dans le projet Mixonable, là dont j'ai parlé, sur la diversité, sur le polyélevage, on va jusque-là, c'est-à-dire à évaluer la durabilité dans toutes ses composantes économiques, environnementales et sociales. Donc, parce que pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas forcément beaucoup qui vont jusque-là, jusque la partie économique qui est importante à d'évaluer, évidemment, quoi. Donc, mais est-ce que ça veut dire que du coup, pour l'instant, c'est réservé à des systèmes particuliers comme l'agriculture biologique, ou est-ce que l'agrobiodiversité peut être généralisée sur l'ensemble de l'élevage français, par exemple? Après, il faut généraliser, je sais pas. En fait, on en est plutôt à savoir quels sont les bénéfices et quels sont les coûts, parce que diversifier, c'est pas tout beau. Il y a eu des questions en fait sur la composante travail. Oui, ça demande en fait d'être évalué. Est-ce que ça complexifie? Attends, et jusqu'à combien en fait on peut diversifier pour que ce soit tenable aussi d'un point de vue travail. De la même manière, en fait, je pense qu'il y a des travaux qui sont à développer sur la composante revenu. Et après, après, ça dépend quel type de diversification. Mais là, les systèmes sur lesquels on est basé, c'est plutôt des systèmes qui vont avoir effectivement recours aussi à de la vente directe. Donc là, il y avait aussi une question liée à ça. C'est aussi parce que quand on a différentes espèces, par exemple, on va avoir des plus petits volumes par filière. Les filières ne sont pas très
sont pas très partantes en fait pour ramasser des petits volumes, elles préfèrent des gros volumes évidemment. Et puis l'éleveur en fait ça lui permet aussi de donner de la plus-value sur des petits volumes en direct, alors qu'il ne peut pas l'avoir en fait dans des filières longues quoi. Donc et puis l'idée n'est pas de le généraliser, c'est de savoir en fait dans quelles conditions elle peut être bénéfique et intéressante pour les types de systèmes et pour faciliter peut-être des transitions. Là, sur le croisement, typiquement, c'est parce que c'est souvent des éleveurs, quand ils passent à l'herbe, ça demande d'utiliser des animaux qui n'ont pas forcément été sélectionnés sur cette composante-là. Après, on peut aussi travailler sur la sélection. Enfin, voilà, il n'y a pas de vérité vraie partout. En fait, c'est un des possibles, un des leviers possibles. Donc, à voir dans quelles conditions ça l'est, quoi. Peut-être une dernière question. La France, les recherches en France par rapport à l'international, comment se positionne la France? Et est-ce qu'il y a des pays qui ont intégré cette démarche de biodiversité de manière générale dans leurs élevages ou qui avancent vite? Non, pas vraiment. On est plutôt, en tout cas sur les aspects théoriques, etc., on est plutôt en fait en avance. Il me semble, hein, je voudrais pas, voilà, j'ai pas la prétention d'avoir tout vu. Après, il y a des travaux qui ont été faits sur la diversité d'espèces, plutôt sur des rangelands, donc sur des grands espaces en fait des espaces plutôt pastoraux, etc. Donc Ok, je vous prie de nous excuser, mais comme vous la voyez, il est 14 heures et nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. Donc cette fois-ci, on a mal géré le temps. Veuillez nous en excuser. De toute façon, merci aux intervenants de pouvoir ensuite répondre aux questions que je vais vous envoyer. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et encore mille excuses pour ce retard. Au revoir.